Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ils sont parfois surnommés les Trusk et ils forment le duo le plus puissant de la planète. Donald Trump, 45e et 47e président des États-Unis, et Elon Musk, son bras droit, milliardaire le plus riche du monde, dont la fortune a bondi depuis l'élection de son nouvel ami. Donald Trump ne cache pas qu'il aimerait que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland et du canal de Panama, et il n'exclut pas d'utiliser la force pour arriver à ce résultat. De son côté, Elon Musk s'immisce dans la politique de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec des déclarations chocs, voire insultantes, visant les dirigeants de ces pays. Alors faut-il avoir peur des Trusk ? Jusqu'où iront-ils ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Ariane Rioux du service international et Mehdi Bouzouina, correspondant aux États-Unis, actuellement à Washington. Le mardi 7 janvier, Donald Trump, le président élu, est en conférence de presse chez lui dans sa villa de Mar-a-Lago en Floride. Il a des propos inquiétants sur le Groenland. On ne sait même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, il devrait y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. C'est pour le monde libre. Je parle de la protection du monde libre. Regardez, vous n'avez même pas besoin de jumelles, regardez dehors. Il y a des navires chinois partout, des navires russes partout. Nous ne laisserons pas faire ça. Et si le Danemark refuse, je les taxerai à un niveau très élevé. À la fin de ce podcast, on va revenir en détail sur ce qu'a dit Donald Trump au sujet du Groenland, mais aussi sur le canal de Panama. Mais d'abord, on va raconter pourquoi l'alliance Trump-Musk inquiète en Europe. Pour bien comprendre, on reprend tout du début. Mehdi Bouzouina, au départ, Elon Musk est libertarien, plutôt à gauche socialement sur les mœurs et à droite économiquement. Il a longtemps voté démocrate, mais il s'est brouillé avec le président Joe Biden et il a basculé dans le camp conservateur. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Oui, en fait, dès la pandémie de Covid, on sent qu'il y a un moment de bascule. Il est contraint de fermer ses usines en Californie pour contenir le virus et du coup, il va déplacer ses usines hors de l'État, au Texas. Il va bénéficier à ce moment-là d'une fiscalité plus favorable et puis progressivement, il va déplacer le siège social de Tesla. Et à la fin, on se rend compte sur Twitter qu'il a racheté en 2022 que sa mue politique elle est de plus en plus visible. Il parle de virus woke. Et en 2022, il annonce qu'il a voté républicain, car les démocrates sont devenus, je cite, le parti de la division et de la haine. Progressivement, il va soutenir de plus en plus publiquement les républicains jusqu'à appeler à voter pour les candidats républicains aux élections de mi-mandat de 2022. Il y a aussi un événement qui s'est produit dans sa famille qui a participé à cette bascule. Sa fille, en fait, a annoncé sa transition de genre et c'est quelque chose qu'il a vécu comme un drame, un véritable drame au sein de sa famille. On sent que c'est quelque chose qui a participé aussi à son basculement vers les conservateurs. Pendant la dernière campagne présidentielle américaine, le 13 juillet, Donald Trump est en meeting près de Butler, en Pennsylvanie. Il essuie des tirs, touché à l'oreille, il se relève aussitôt et brandit le poing. Ariane Rioux, cette image a parlé à Elon Musk. Oui, tout de suite, d'ailleurs, il poste sur X, le réseau social dont il est propriétaire, une photo de la scène avec donc ce visage ensanglanté, ce poing brandi, et il dit publiquement, et c'est la première fois, qu'il soutient totalement Donald Trump à l'élection présidentielle. Il est d'ailleurs, et je le cite, pour lui, le candidat le plus costaud depuis Theodore Roosevelt. En fait, la réaction de Donald Trump flatte un peu les valeurs d'Elon Musk. L'homme d'affaires, il est fasciné par cet imaginaire de surhomme qui se relève. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est un peu un moment de bascule. Lui, qui n'était pas un fan de Trump de la première heure, il a même dit qu'il n'avait pas voté pour lui en 2016 ni en 2020, il va s'impliquer à fond dans cette campagne. Mehdi Bouzouina, Elon Musk a aussi besoin de Donald Trump pour développer plusieurs de ses activités, dont son programme spatial et sa quête d'envoyer un jour des humains sur Mars. En fait, comme de nombreux entrepreneurs de la tech, Elon Musk il dépend beaucoup des financements publics. Il a besoin de la commande publique, il a besoin que l'État subventionne les véhicules qu'il va vendre avec Tesla. Il a besoin que l'État, à travers la NASA, finance les missions d'exploration spatiale. En fait, sans l'État, c'est compliqué pour Musk de faire tourner ses entreprises. Clairement, il a besoin de Donald Trump d'un point de vue aussi économique et entrepreneurial.
À partir de là, Elon Musk s'engage à fond pour Donald Trump. Il promet de donner plus de 40 millions d'euros par mois pour sa campagne. Ça fera au total 175 millions d'euros. Il participe à ses meetings, tweet massivement sur X pour Donald Trump. Et le soir de l'élection, le 5 novembre, Mehdi Bouzouina, pour suivre le dépouillement à la télé, le patron de Tesla et SpaceX est chez son ami en Floride, à Mar-a-Lago. Oui, il n'y a plus vraiment de doute à ce moment-là. Elon Musk qui est totalement investi derrière son poulain, Donald Trump. Donc on le voit à ses côtés pendant la soirée électorale à Mar-a-Lago. Il fait partie du clan. Et vers 1h du matin, c'est officiel, Donald Trump est le 47e président des États-Unis. Et il va célébrer la victoire au plus près du président élu. Le mardi 12 novembre, Donald Trump annonce qu'Elon Musk va être chargé de couper dans les dépenses de l'État américain. Comme on l'expliquait dans un précédent code source, on parle à ce moment-là d'un ministère, pour faire simple. En fait, Elon Musk sera à la tête d'un département baptisé DOGE, pour Department of Government Efficiency, département à l'efficacité gouvernementale. Pendant un meeting de Trump fin octobre, Elon Musk avait déjà promis de réduire les dépenses de l'État américain d'un tiers, de 2000 milliards de dollars. Elon Musk est un libertarien, son objectif c'est de réduire l'État au maximum. Et il y a cette idée que l'État gaspille l'argent du contribuable. Bon, on atteint ces 2000 milliards, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il a atteint cette somme des 2000 milliards. En tout cas, si jamais c'était le cas, ce serait assez catastrophique parce que ça signifierait couper dans les dépenses de l'armée, couper dans les dépenses de la santé publique. Tout ça semble assez irréaliste. D'un point de vue économique, ça pourrait aussi être une catastrophe pour les États-Unis parce que ça sous-entendrait de supprimer certains investissements publics qui permettent aujourd'hui de faire tourner une économie américaine qui se remet à peine du Covid. Aux États-Unis, dans les jours qui suivent l'élection, l'expression « président Musk » revient souvent. Alors dans quelle mesure et comment réagit Donald Trump ? Ça plaît pas vraiment à Donald Trump, donc assez vite, quand on lui pose la question, il réagit, évidemment sur le ton de la blague, et il dit, je cite, « Non, il ne sera pas président, je peux vous l'assurer. Je suis tranquille, il n'est pas né dans ce pays. » Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir être président des États-Unis, il faut être né sur le sol américain, ce qui n'est pas le cas de Elon Musk, qui est né en Afrique du Sud. Certains journalistes ils vont quand même noter des tensions en privé, surtout ces derniers jours, entre les deux hommes, en amont de l'investiture. On ne sait pas vraiment ce qui se joue pour le moment. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en public, ils vont presque surjouer cette amitié. On les voit tout le temps côte à côte. Elon Musk qui fait des photos et qui pose avec la famille de Donald Trump. En décembre, après un attentat sur un marché de Noël en Allemagne qui a fait 6 morts, Elon Musk publie un message sur X, son réseau social, insultant pour le chancelier allemand. Que dit-il, Ariane Rio ? En fait, il le traite carrément, donc Olaf Scholz, c'est son nom, d'imbécile incompétent, et il exige même sa démission. Déjà, début novembre, il l'avait déjà insulté en le qualifiant de fou furieux après l'éclatement de la coalition gouvernementale allemande qui conduit aujourd'hui à des élections législatives. Et il s'en est aussi pris au président allemand qu'il a qualifié de tyran. En fait, on a l'impression que les dirigeants allemands sont devenus l'une de ses cibles préférées. Elon Musk vise aussi le chef du gouvernement britannique, Keir Starmer, pendant des semaines, et le milliardaire va même jusqu'à relayer une accusation qui semble hallucinante. Oui, en fait, il ressort une vieille affaire qui avait ému le Royaume-Uni dans les années 2010, celle des grooming gangs. C'était une vaste affaire d'exploitation sexuelle de jeunes filles dans le nord de l'Angleterre. Et en fait, une enquête est sortie en janvier 2024 qui révèle des manquements des autorités dans la gestion de ce scandale. Et en fait, à l'époque des faits, le Premier ministre actuel, Keir Starmer, était à la tête du parquet en Angleterre. Donc en fait, Elon Musk va dire qu'il a été complice du pire crime de masse de l'histoire de la Grande-Bretagne. Il lui reproche en fait de ne pas avoir poursuivi ces gangs de pédophiles à l'époque. Et il va même aller plus loin en réclamant qu'on le jette en prison. Il va aller même jusqu'à lancer un sondage auprès de ses 200 millions d'abonnés en demandant si l'Amérique doit libérer le peuple britannique de son gouvernement tyrannique. Comment tous ces messages sont perçus aux États-Unis par les commentateurs politiques des grandes chaînes comme CBS ou CNN, des chaînes qui ne sont pas a priori favorables à Trump ? Du côté des médias américains, en fait, on va s'inquiéter de cette ingérence politique, ce qui est perçu comme une ingérence politique désordonnée. Il y a même le Wall Street Journal, donc le principal quotidien économique américain, qui va qualifier cette façon de communiquer et de faire de la politique de populisme tech.
Au final, l'idée, c'est de dire que Elon Musk a l'air de pas vraiment se soucier des conséquences diplomatiques de ses propos, et ça inquiète beaucoup les commentateurs politiques américains. Mehdi Bouzouina, le mardi 17 décembre, le Congrès américain s'apprête à voter le budget de l'État fédéral pour l'an prochain. Un texte de compromis a été trouvé entre républicains et démocrates. Le risque, si les différents partis n'arrivent pas à s'entendre, c'est un shutdown, la fermeture des administrations jugées non vitales. Expliquez-nous un peu le contexte. En fait, le contexte est assez tendu parce que s'ils ne parviennent pas à arriver à un accord avant la date butoir à la fin de l'année, il y a un risque en fait que l'administration ne puisse pas tourner et donc que les hôpitaux, l'armée, etc. n'aient pas de financement pour pouvoir opérer. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux, le shutdown. Mais comme d'habitude, les républicains et les démocrates finissent par s'entendre. Ils parviennent à un texte, mais ce texte est vite dénoncé par les conservateurs. Et ce jour-là, Ariane Rioux, vous voyez le compte X d'Elon Musk qui crépite sur ce sujet, plus d'une centaine de tweets. Oui, ça commence même à 4h15 pour être précis du matin, horaire de la côte est des États-Unis. Elon Musk poste ce premier message dans lequel il dit « Ce projet de loi ne devrait pas passer ». Et c'est le début d'un matraquage intense dont il a le secret. Il tweet, il retweet, il démolit complètement le projet de loi, qu'il juge criminel, qu'il juge terrible. Il dit, je le cite, qu'il faut le tuer. Et dans la seule journée du 18 décembre, il va poster plus de 120 messages rageux sur le sujet. Mehdi Bouzouina, que fait le futur président Donald Trump dans la foulée ? Le président élu, il va très vite s'opposer à ce texte. Il va suivre Elon Musk. Et dans un communiqué, il va dénoncer en fait les concessions faites aux démocrates par les républicains, qui représentent, je cite, une trahison de notre pays. Et il dit que les républicains ne doivent pas se laisser intimider par les démocrates qui tendent la menace de la paralysie budgétaire pour leur faire peur. Suite à ces prises de position d'Elon Musk puis de Donald Trump, le texte est rejeté. Finalement, un autre compromis sera voté de justesse le 21 décembre, ce qui a permis d'éviter un shutdown. On en revient au début de cet épisode de Code Source, mardi 7 janvier, conférence de presse de Donald Trump chez lui à Mar-a-Lago. Thank you very much. It's an honor to be with you. Et au début de l'échange avec les journalistes, il est invité à donner sa position sur le Groenland. Qu'est-ce qu'il répond ? Il répond que le Groenland, c'est un intérêt stratégique pour la sécurité des États-Unis. Quand on lui pose la question de savoir s'il est prêt à utiliser la force militaire, il n'exclut pas le fait de l'utiliser, même s'il évoque plutôt des mesures économiques pour contraindre le Danemark à changer de position. Mehdi Bouzouina, pourquoi le Groenland est un enjeu important pour les États-Unis ? Expliquez-nous ça. Le Groenland, déjà, c'est un territoire qui est extrêmement stratégique d'un point de vue géographique. Il est situé dans l'Arctique, qui est une région qui est de plus en plus convoitée, que ce soit par la Russie ou par la Chine. Cette région, elle sera stratégique au XXIe siècle parce qu'elle dispose de nombreuses ressources naturelles. On note par exemple au cas de la présence de pétrole, de gaz et d'autres minéraux stratégiques pour les États-Unis. Il y a une autre raison pour laquelle Donald Trump et les États-Unis s'intéressent au Groenland, c'est le fait que la Chine, dans le cadre de son programme de la nouvelle route de la soie polaire, a pour objectif d'avoir une influence de plus en plus grande dans la région. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on ne va pas laisser la Chine être à notre porte et avoir ces bateaux et ces cargos qui passent juste à côté de chez nous. Il faut que nous ayons la main sur cette région et sur ce point de passage qui est stratégique. Au passage, le jour de cette conférence de presse, l'un des fils de Donald Trump arrive au Groenland pour faire du tourisme. Oui, Donald Trump Jr. est en visite au Groenland, une visite qui semble être une visite touristique. Il va poster beaucoup de photos de lui dans les paysages enneigés du Groenland. Et en fait, il va tweeter à un moment donné « Le Groenland est un endroit incroyable et ses habitants, s'ils deviennent et quand ils deviendront une partie de notre nation, en tireront un énorme bénéfice. » Et il va finalement détourner le slogan « Make America Great Again » en disant « Make Greenland Great Again ». Rendez sa grandeur au Groenland. Et donc, que dit Donald Trump pendant sa conférence de presse sur le Groenland précisément ? Pendant la conférence de presse, il va aller jusqu'à dire on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale, sous-entendu des États-Unis, et il va même jusqu'à dire qu'on ne sait pas vraiment si le Danemark a un droit légal sur le Groenland et que s'ils l'ont, ils devraient le laisser aux États-Unis parce que les États-Unis en ont besoin pour leur propre sécurité nationale. Et il parle aussi du canal de Panama, ce canal situé au Panama, donc en Amérique centrale, entre le Costa Rica et la Colombie, et qui permet de relier l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Donald Trump, en fait, va expliquer que les États-Unis ont besoin
du Panama pour des raisons de sécurité économique. C'est effectivement l'endroit où une grande quantité des marchandises transitent depuis l'Atlantique vers le Pacifique et inversement. Il va émettre l'idée que cet espace serait vital. L'autre point, c'est qu'il va accuser en fait la Chine d'avoir la main sur ce canal, ce qui n'est pas tout à fait vrai et pas tout à fait faux. La Chine, elle dispose effectivement d'infrastructures portuaires sur le chemin du canal de Panama, mais ce n'est pas elle qui opère le canal, c'est bien les autorités du Panama. Elon Musk parle aussi du Canada. Il redit que selon lui, le Canada pourrait devenir un jour le 51e État des États-Unis. Ce ne sera jamais le cas, répond en substance l'ex-premier ministre canadien Justin Trudeau, qui vient tout juste de démissionner la veille, à cause notamment et en résumé de son impopularité grandissante. Mehdi Bouzouina, que répond Elon Musk ? Elon Musk lui dit « Girl, you're not the governor of Canada anymore, so it doesn't matter what you say ». Concrètement, ça veut dire « Fille, tu n'es plus le gouverneur du Canada, ça n'a pas d'importance ce que tu dis ». Ariane Rioux, par ailleurs, concernant l'Europe, Elon Musk soutient un parti d'extrême droite allemand, vous l'avez dit, l'AfD, à quelques semaines d'une élection importante des législatives. Oui, alors on a dit plutôt que Elon Musk avait pris pour cible les dirigeants allemands, mais en fait il va beaucoup plus loin en prenant position dans cette élection dans ces élections qui sont importantes en Allemagne. Donc en prenant position avec un message en particulier qui va particulièrement choquer l'opinion publique, notamment en Allemagne. Il écrit « Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne ». Or, l'AfD est officiellement reconnue comme une organisation d'extrême droite par les services de renseignement intérieur allemands. Il y a même plusieurs de ses membres qui sont placés sous surveillance. Et en fait, ce parti anti-système, pro-russe, qui prône des valeurs très traditionnelles, il est crédité de plus de 20% dans les sondages. Et Elon Musk, il est conscient de ça. Et avec X, il dispose d'une plateforme pour influencer l'opinion. Il dit que l'Allemagne est au bord du gouffre sur le plan économique et culturel. Et qu'en fait, l'AfD, pour lui, représente la seule étincelle d'espoir pour le pays, et ça, il va le matraquer quasiment tous les jours sur X. Et le jeudi 9 janvier, Elon Musk organise même une discussion en direct, un live, avec la chef de l'AfD. Oui, on voit qu'il se moque complètement des critiques à son égard. Le live qu'il organise est presque un pied de nez à ses critiques, parce que pendant plus d'une heure, il va poser des questions à Alice Weidel, donc la chef de file de l'AfD pour les législatives. Donc ils vont parler de bureaucratie qu'ils veulent un peu tous les deux réduire, d'immigration clandestine. Mais ce qui a le plus marqué pendant ce live, c'est la question du milliardaire américain sur les accusations récurrentes de filiation qui sont faites entre les idées du parti de l'AfD et celles du parti nazi d'Adolf Hitler. Et en fait, Alice Weidel répond en prétendant que l'ancien dictateur allemand n'était pas un conservateur, ni un libertarien, mais plutôt un communiste, qu'il se considérait lui-même comme un socialiste. He was a communist, socialist guy. En fait, cette affirmation, elle est complètement démentie par les historiens, mais à aucun moment Elon Musk ne l'a contredit. Donc elle a pu dérouler ses mensonges pendant une heure en direct sur X. Ariane Rioux, face aux déclarations fracassantes de Donald Trump sur le Groenland ou encore sur le canal de Panama, et face à l'ingérence d'Elon Musk dans la vie politique de nombreux pays en Europe, comment réagissent les dirigeants politiques européens ? En fait, on sent que personne n'ose trop se mouiller. Il n'y a pas eu de réaction forte et surtout pas de réaction commune de la part de tous les dirigeants européens. Concernant par exemple Elon Musk, Emmanuel Macron va l'accuser de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire. Il y a aussi Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui va juger ses déclarations erratiques, c'est-à-dire incohérentes. Tous l'accusent, mais sans le nommer. Ils ne disent même pas qui c'est, ils ne l'attaquent pas directement. Derrière tout ça, quand même, le plus troublant, c'est surtout le silence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est en ce moment certes affaiblie par une pneumonie, mais qu'on n'entend pas du tout sur le sujet, qui va même pas publier de communiqué. Et ça, tous les observateurs s'en offusquent. Ariane Rioux, suite à toutes ces déclarations, vous avez publié un fait du jour dans Le Parisien pour raconter tout ça et vous avez interrogé plusieurs personnalités européennes, par exemple l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Qu'est-ce qu'ils vous disent face à tout ça ? Comment est-ce qu'ils vivent cette situation ? Ils sont un peu outrés de la situation et surtout du silence de la communauté européenne. Beaucoup attendent une réaction commune de tout le monde et une réaction forte parce qu'en face, ils ont des personnes qui ne s'arrêtent pas si on ne leur oppose pas de résistance. Et là, face à ce silence, en fait, ils continuent leur provocation.
Ariane Rioux, en Europe, malgré tout, on espère que la réalité du pouvoir va rattraper Donald Trump. En résumé, qu'il ne pourra pas faire tout ce qu'il dit dans ses conférences de presse ? Oui, c'est certain que tout le monde temporise un petit peu. En fait, l'idée, c'est de ne froisser personne avant l'investiture, avant que Donald Trump ne prenne réellement les rênes du pouvoir. Là, on sent que Donald Trump est en position de force. On sent que les dirigeants européens ont peur, enfin en tout cas qu'ils sont inquiets. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être fixés très vite, parce que Donald Trump a un agenda, parce que contrairement à son premier mandat en 2016, il est prêt, il est entouré, il sait ce qu'il veut faire et il veut le faire vite. Mais le 20 janvier, il va être confronté à la réalité du pouvoir et souvent, elle freine les ambitions des présidents. Mehdi Bouzouina, aux États-Unis, est-ce que les commentateurs politiques prennent au sérieux toutes ces déclarations expansionnistes de Donald Trump ? Les Américains, ils sont rodés à la méthode Trump, donc forcément, ils savent très bien qu'il y a une grande part de bluff dans ses propos. Il y a malgré tout une part de vérité qui inquiète la classe politique américaine. Après, la plupart des experts, ils doutent fortement que Donald Trump recourra à la force pour arriver à ses fins. En définitive, en fait, ça fait beaucoup penser à la stratégie du madman, de l'homme fou, qui avait été utilisée par Richard Nixon, qui finalement était capable d'aller assez loin dans ce qu'il disait en utilisant la menace nucléaire face à l'URSS pour au final redescendre d'un ton. L'idée, c'est avoir l'air fou, imprévisible, pour instiller le doute et la peur dans l'esprit de ses adversaires. Et ça a l'air de fonctionner. Merci à Mehdi Bouzouina et Ariane Rioux. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite également à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.